Bonjour à tous, donc aujourd'hui on s'intéresse à l'entreprise BNP Paribas. Donc avant de commencer le petit rappel d'usage, moi je ne suis pas un professionnel de l'investissement, je suis un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier, donc la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. En plus, je suis actuellement actionnaire de l'entreprise BNP, donc la présentation qui suit est exposée à un biais supplémentaire. Alors on va se pencher sur l'entreprise selon le plan habituel qui est la présentation de l'entreprise. On va se pencher sur les comptes, la concurrence, une petite note d'analyse technique et enfin on conclura. Alors pour commencer, l'entreprise BNP est une entreprise dont le siège social est en France, la capitalisation actuelle est de 74 milliards d'euros. Elle participe à l'indice CAC 40. Donc comme vous le savez, c'est une banque, donc elle appartient au secteur des services financiers sous catégorie de la banque. Si on essaye de la classer selon les critères de Peter Lynch, c'est une cyclique et actuellement elle appartient aussi à la catégorie des value et c'est une large cap. Concernant son actionnariat, il y a 87% de flottants, il y a une participation du gouvernement belge à hauteur de près de un peu moins de 8% et 1% pour le Luxembourg. Voilà pour l'entreprise, donc bien sûr celle-ci est éligible au PEA en tant qu'entreprise européenne. Donc comme je vous le disais en présentation, il s'agit d'une cyclique, donc comme l'aime à le rappeler Peter Lynch, si on se regarde son cours boursier sur le long terme, on voit qu'il y a des pics et des creux, et donc ça ressemble un peu comme il le dit au sommet des montagnes alpines par exemple, et pas une plaine si on regarde sa topographie. Donc la grosse question de ces entreprises, c'est de l'acheter bien évidemment en creux de cycle, et idéalement de la revendre en haut de cycle. Bien sûr, si on regarde sur du long terme, le cours boursier ne fait pas grand chose, mais par contre avec des grosses fluctuations, et donc toute la question c'est de l'acheter au bon moment du cycle. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors si on s'intéresse à son business model, c'est la plus grosse banque en zone en eurozone, d'accord. Donc ça exclut en Europe les banques anglaises et les banques suisses, mais en eurozone c'est la plus grosse banque en termes de capitalisation. Son business model est réparti en 3 secteurs, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente, même si le schéma retiré de ses présentations le retranscrit pas tout à fait. Donc il y a une grosse partie qui est la banque de détail, ça représente un peu plus de 60% de son business, avec une répartition, donc BDF c'est la France, BDDB c'est la Belge, BNL c'est l'Italie, voilà, donc avec différentes filières géographiques. Banque Ouest 6%, c'est une banque californienne, donc voilà la répartition. Ensuite il y a une partie de corporate institutional banking, donc qui s'adresse plus aux entreprises et au marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis après il y a une partie investissement et avec des sous-catégories, une part d'investissement immobilier, de produits dérivés, etc. Bon, là, je rentre pas trop dans le détail, mais voilà, faut quand même retenir qu'une grosse partie de son business, c'est de la banque de détail, mais pas uniquement. Voilà. La répartition géographique, ensuite, donc c'est quand même 30% de son business qui est en France, 10% en Italie, 13% en Belgique et Luxembourg, 17% dans le reste de l'Europe et 14% en Amérique du Nord et une petite part en Asie-Pacifique. Et 6% dans le reste du monde. Voilà un petit peu pour la représentation actuelle de cette entreprise. Donc un gros business concentré sur l'Europe de l'Ouest. Alors on va se pencher un petit peu sur les résultats de l'entreprise et notamment sur les spécificités qui doivent être... en tout cas les bancaires ne s'analysent pas comme une entreprise standard. Donc sur ce graphique, je vous ai mis les résultats de l'entreprise
depuis 2008, donc depuis la dernière crise financière, en termes de chiffre d'affaires et de résultats nets. Donc on voit que le chiffre d'affaires, alors faites attention à la dernière colonne, ça ne prend en compte que les 3 premiers trimestres de l'année 2021. Donc on voit que le chiffre d'affaires ainsi que les résultats nets sont amenés à fluctuer en fonction des années, en fonction du contexte économique. Ce qui est intéressant, c'est de noter que sur cette dernière année, on est déjà à 7,3 milliards d'euros de résultats nets en seulement 3 trimestres. Donc on voit très bien que probablement à la fin de la clôture de cet exercice, on aura le résultat net le plus important depuis la crise financière de 2008. Voilà, c'est ce que je voulais vous mettre ici. Alors ensuite, il y a le critère de profitabilité, donc il y a un critère spécifique qui est le ORTE, donc qui est le Return on Tangible Equity, donc c'est le rapport entre le résultat net d'une entreprise et ses fonds propres, mais retraités du goodwill et de la dette, qui peuvent être convertis en actions. Donc c'est un peu différent du ROE habituellement utilisé, c'est un critère spécifique utilisé dans les banques, donc voilà, qui s'inscrit dans leur spécificité d'exercice, bien évidemment. Donc là on voit que actuellement avec un ROTE à 10,8, on est plutôt sur la frange haute de sa profitabilité. En tout cas il y a un rebond de celle-ci par rapport à ces dernières années. Donc à la fois une augmentation de son chiffre d'affaires et probablement de sa profitabilité qui explique donc qui vont expliquer des résultats de 2021 probablement record, en tout cas record sur la dernière décennie. Alors ensuite moi je me pose toujours la question d'un motte. Selon moi, elle n'a pas de motte infranchissable de cette entreprise. Donc c'est à garder en tête en fonction de votre type d'investissement. Alors la situation bilancielle, la particularité des bancaires, c'est que elles ont pas ce sont les prêteurs et donc ce sont pas les entreprises endettées. Donc il y a un indicateur qui est le critère CET1, qui est donc un ratio minimal de fonds propres durs, donc un fonds considéré comme solide de fonds propres. Et ça, c'est les critères qui ont été mis en place donc dans l'eurozone. L'idée, c'est de rendre les banques plus solvables en cas de choc et de garantir la solidité du système financier. Tout ça a été mis en place suite à la dernière crise financière. Donc aujourd'hui, le seuil minimal, c'est de 7%, alors avec une petite marge variable en fonction du type d'activité exercée par la banque. Mais globalement, c'est 7% en eurozone. Et aujourd'hui, actuellement, ce CET1, il est de 13% BNP, donc une solidité au-dessus des critères minimums. Voilà, après moi je suis pas un spécialiste de ça, je constate juste que c'est 13% et après on comparera avec d'autres banques dans l'eurozone et en tout cas elle paraît solide sur ce critère CET. Voilà, après moi je suis pas capable de savoir ce que vaut le critère en CET à proprement parler. Ensuite, un autre élément important, c'est l'actif net comptable, tangible. Donc ça, c'est la valeur par action que détient la banque en tant que telle. Et donc on voit que l'actif net comptable tangible par action, il est actuellement de 76,3 € pour une valeur d'action qui est autour un peu en dessous de 60 € actuellement au moment où j'enregistre la vidéo. Donc une entreprise qui est sous-cotée par rapport à sa valeur d'actif net comptable. Et ce qu'on voit, c'est que cette valeur d'actif net comptable, elle est en croissance constante depuis 2008, avec une augmentation d'environ 7% par an. Alors maintenant, si on s'intéresse à la valorisation, la valorisation actuelle, elle est autour de 9,5. Price to book à 0,65. Et ce que je vous ai mis, c'est la valeur d'entreprise sur l'actif net comptable, donc qui est actuellement de 0,78%. Et je vous ai mis sur les graphiques de droite l'historique de son PER. Donc on voit qu'elle est dans la tranche moyenne de son PER de la dernière décennie et qu'on a en termes de price to book, c'est la donnée que j'ai retrouvée, hein, l'actif net comptable n'est traçable que ces dernières années, en tout cas il n'est retracé par l'entreprise en tant que tel que ces 3 ou 4 dernières années, et donc pour des graphiques
plus long terme, je vous ai pris le price to book, qui est un proxy de cet actif net tangible. Donc on voit qu'actuellement à 0,65, on est plutôt sur une frange un petit peu basse de cela. Et donc on a peut-être une marge de revalorisation de ce côté-là. Alors, moi j'ai fait un calcul extrêmement simple, donc il y a ses défauts, mais qui donne une échelle de valeur. Donc si actuellement on a 7,3 milliards de bénéfices sur les 3 premiers trimestres, on peut imaginer que pour un résultat équivalent sur le dernier trimestre, ça nous ferait environ un résultat net de 9,7 milliards en 2021. Si on multiplie par ça un PER à 9, ça nous ferait une valorisation théorique pour un PER de 9 à un peu plus de 87 milliards de capitalisation totale, alors qu'actuellement elle est valorisée 74 milliards d'euros. Donc un potentiel de hausse de 18%, ce qui nous amènerait à une valorisation d'entreprise sur l'actif net comptable qui est d'environ 90%. Ce qui peut sembler être un objectif de valorisation. Alors on va le voir avec d'autres entreprises européennes bancaires. Voilà, en tout cas c'est un des objectifs qui a été noté dans le journal Le Revenu, qui met un objectif de valorisation sur l'actif net comptable d'environ 90% d'ici la fin de l'année. Et donc ça nous donne un objectif d'action d'environ 65 à 68 euros par action, avec une entreprise qui est actuellement un peu en dessous de 60%, donc encore un petit potentiel de hausse. Alors maintenant, si on s'intéresse à la redistribution aux actionnaires, on a un rendement actuel qui est d'environ 4,4%, avec un payout ratio qui est à 50% du résultat net, et c'est un objectif de distribution assumé par la politique de l'entreprise. Ça ne fait pas partie des aristocrates du dividende, puisqu'il y a une fluctuation, comme vous le voyez sur le graphique de droite, importante de la distribution du dividende sur du très long terme, puisque là j'ai pris depuis 1999. Vous voyez que ça a pas mal chuté suite à la crise financière de 2007-2008, puis que ça a augmenté, comme vous le savez, l'année dernière, il y a eu une demande, une obligation même, d'empêcher les banques européennes de distribuer des dividendes et de provisionner du fait de la crise Covid. Alors là, il y a un décalage. J'ai repris en fait les données de la BNP. Globalement, vous savez que le résultat et le dividende sont donnés avec une année de décalage. Donc ça explique dans le graphique que c'est les résultats de l'année 2019 qui n'ont pas été distribués. Voilà. Vous ne faites pas avoir, mais si vous faites cette conversion-là, vous comprenez tout à fait ce qu'il en est. Donc voilà, donc un dividende pas mal fluctuant. Et avec en plus une réglementation qui peut empêcher l'entreprise de distribuer le dividende, ce qui s'est passé l'année dernière. Concernant le rachat d'actions, donc là il y a une politique mise en place par l'entreprise avec pour 2021 900 millions d'euros de rachat d'actions, donc à peu près 1,2% du capital qui devrait être racheté dans l'année. Voilà. Alors si on s'intéresse à la concurrence, en tout cas à des entreprises bancaires européennes et de l'eurozone uniquement, voilà ce que ça donne. Alors j'ai pris les 3 entreprises françaises, les 3 bancaires cotées françaises, et puis après j'en ai pris en Europe, donc ING, Santander et Unicredit en Italie, voilà, pour donner une échelle de valeur. Donc sur la capitalisation, chiffre d'affaires, je vous laisse regarder. Alors, ce qu'on va regarder un peu plus de manière intéressante, c'est les niveaux de valorisation. Donc, si on s'intéresse au PR, donc je vous ai dit BNP, c'est 9,5, 9,6 pour Crédit Agricole, 6,6 pour la Société Générale, 13,3 pour ING, 10 pour Santander et 20 pour Unicredit. Voilà. Alors, si on s'intéresse aussi à la valorisation sur l'actif net tangible, on est à 78% pour la BNP, 98% Crédit Agricole, 50% pour la Société Générale, donc on voit qu'une entreprise encore mal valorisée, 88% pour ING, 82% pour Santander et 47% pour Unicredit. Et si on s'intéresse à la profitabilité des entreprises sur le critère ROTE que je n'ai pas trouvé pour ING, donc 10,8 pour BNP, 13,6 pour Crédit Agricole, 10,9 pour la Société Générale, 12,6 pour Santander, 7,9 pour Unicredit.
Et donc un des éléments importants aussi, c'est le coût du risque pour ce type d'entreprise. Plus il est bas et plus la marge, la profitabilité de ces entreprises est élevée. Donc on le comprend tout à fait sur les chiffres à ce moment-là. Ensuite, je vous ai mis les ratios CET pour voir la résistance de ces entreprises par rapport à un éventuel choc. Donc on voit qu'elles sont toutes dans le même ordre d'idée, 13% la BNP, 17% pour le Crédit Agricole, 15% pour l'ING, 11,8% pour Santander, 15,5% pour Unicredit. Puis je vous ai mis en dernière ligne le rendement si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Bon, globalement, ce qu'on voit, c'est que il y a une entreprise qui est pas mal valorisée, qui est le Crédit Agricole, mais qui a une solidité qui semble plus élevée. La BNP dans le milieu de classement, mais on voit qu'il ne serait pas délirant qu'il y ait un petit peu de marge de revalorisation, notamment sur l'actif net comptable, au vu de la solidité, de la profitabilité de l'entreprise, avec une petite marge de valorisation là aussi. Alors si on s'intéresse à la performance de ces entreprises sur la dernière année à gauche et sur les 5 dernières années à droite, par rapport à son indice de référence qui est l'Eurostoxx 600 Banks, on voit que cet indice il surperforme le CAC 40 sur la dernière année à 35% contre 29% pour le CAC 40, que le BNP surperforme son indice, mais fait moins bien que la Société Générale qui fait 76% en un an. Et donc là, on voit bien que c'est tout l'intérêt, malgré une performance élevée du CAC 40 sur les dernières années, de jouer le cycle sur ce type d'entreprise, car on peut, même avec des entreprises pas très sexy et value, largement surperformer l'indice si on rentre au bon moment. Par contre, sur 5 ans, on voit que l'Eurostoxx 600 est négatif, donc sous-performe très grandement le CAC 40 qui a plus de 56%, et donc avec des performances différentes en fonction des entreprises. Vous le voyez, la Société Générale, elle est encore en négatif sur les 5 dernières années, même si elle a pas mal rattrapé sur la dernière année, comme on l'a précédemment dit. Idem pour les bancaires européennes. Donc ce qu'on voit, c'est que le groupe ING a une performance de 56% sur la dernière année, donc surperforme le CAC 40 par exemple, 31% pour Santander, 26% pour Unicredit, donc plutôt des résultats satisfaisants. Par contre sur 5 ans c'est beaucoup moins bien, donc seulement 8% pour ING, c'est négatif pour Santander, 12% pour Unicredit, et donc une fois de plus, donc toute la question pour ce type d'entreprise, c'est de jouer le cycle au bon moment. Alors une note d'analyse technique sur l'entreprise BNP. Donc là je vous ai mis une représentation graphique en données hebdomadaires. Donc ce qu'on voit, c'est que elle est dans un canal haussier fort depuis la crise Covid, où elle avait atteint un plus bas historique, et qu'elle est sur une dynamique haussière dans ce canal-là. Donc la tendance graphique sur les moyennes mobiles est haussière sur court, moyen et long terme. On voit juste, alors moi je vous ai mis 2 zones de résistance, une première autour des 63 € qui correspond à un ancien gap haussier, je crois, et puis un plus haut historique sur la dernière décennie qui est autour des 68 €. Donc voilà. Voilà pour l'analyse technique. Donc si on s'intéresse sur du moyen terme, on voit qu'elle est haussière pour l'instant, mais en se rapprochant de zones de résistance. Alors en conclusion, donc vous savez, moi je fais toujours une petite checklist avant de conclure. Donc est-ce que je comprends le business model? Pas vraiment, c'est technique, il y a un aspect de banque institutionnelle, donc je comprends pas bien l'activité, mais là peu importe. Est-ce que le business sera toujours là dans 20 ans? Évidemment, on aura besoin de banques, même si j'y viens plus tard, elle se fait disrupter par des fintech. À titre personnel, moi je suis client de la BNP en termes personnels et professionnels. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, je suis capable d'évaluer leur service client, qui d'ailleurs me semble un petit peu médiocre. Mais bon, voilà, je ferme la parenthèse.
Bon, le nouveau frigo, c'est un des conseils de Peter Lynch, c'est de se pencher sur l'entreprise de manière plus longue et approfondie que sur l'achat de son prochain frigo. Donc là, c'est le cas pour ma part. Alors, est-ce que c'est une entreprise qui peut être disruptée? Ben oui, c'est tout le secteur qui est actuellement mal valorisé, très très mal valorisé, du fait de l'apparition de concurrence au sens large du terme, qui sont les fintech et qui ont des niveaux de valorisation par contre très élevés. Et donc c'est toute la question, c'est le devenir du secteur dans sa globalité. Moi je fais pas de pari là-dessus. Maintenant, remplacer tout, notamment au niveau professionnel, par de simples applications, ça me paraît difficile. Bon, mais c'est une approche très superficielle là que je vous donne. C'est une entreprise qui n'a pas de motte. Alors, croissance, j'ai mis oui. Alors non, c'est pas une entreprise qui est en croissance. Ça dépend du cycle. Là, elle est en phase de croissance, mais sur du très long terme, on voit que c'est pas une entreprise en croissance. Là, j'ai mis oui parce que dans le cycle actuel, elle est plutôt dans sa phase ascendante. Voilà, il y a une politique de rachat d'actions qui est censée pour éviter la dilution de ses actionnaires. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation ces dernières années du nombre d'actions significatif. Et donc ça c'est un signal que je mets en validé, et ça sera pas un potentiel debugger, ça c'est sûr. Alors en termes de conclusion, les éléments pour, c'est les résultats qui vont être à des plus hauts historiques, c'est le cycle, alors ça dépend surtout au moment où vous êtes rentré, peut-être que maintenant c'est un peu tard pour rentrer, car probablement que le gros de la hausse est déjà faite. Bon, ça reste des entreprises qui sont mal valorisées, donc on est quand même à des niveaux de valorisation qui sont bas, mais qui sont comparables dans le secteur, avec peut-être une petite marge d'évaluation par rapport à d'autres concurrents. Je pense à ING par exemple. Et puis c'est des entreprises avec un généreux dividende, même si pour moi sur ce type d'entreprise c'est pas un critère. Alors les éléments de compte, c'est qu'on peut-être on arrive sur la fin de cycle haussier, donc en haut de cycle de résultats. Et donc ça va être plutôt le moment de s'en débarrasser que de l'acheter. Ce qu'elle n'a pas de mode, donc ça c'est toujours un critère que moi je essaie d'évaluer. C'est le secteur bancaire, c'est pas sexy actuellement. Il y a donc les menaces d'une éventuelle disruption par les fintech. Bon, moi je suis pas capable de l'évaluer, mais c'est en tout cas c'est ce qui explique les niveaux de valorisation historiquement bas de tout le secteur bancaire. Voilà, un des derniers éléments que je vous ai pas mis, c'est les rumeurs de potentiellement de vente de sa filière californienne. Donc a priori la BNP évaluerait la possibilité de se débarrasser de ses activités américaines, donc qui pourrait être un élément de cristallisation, d'augmentation encore du titre dans les mois à venir. Alors avant de finir, voilà, moi je vous présente ma position. Donc j'ai 15 actions avec un PRU à 41,50 €, donc avec une plus-value latente d'environ 40%. Alors c'est une entreprise que j'avais achetée initialement quand je faisais pas d'analyse fondamentale, essentiellement pour des raisons de valorisation basse et pour jouer le dividende. Ce qui était totalement a posteriori pas très intelligent à mon sens. Et puis finalement j'ai lissé mon PRU au plus bas de la crise en la rachetant très bas. Alors je sais plus, je l'ai acheté 25 ou 26 €, ce qui m'a permis de pas mal baisser mon PRU. Et donc actuellement, moi cette entreprise, je l'analyse comme une cyclique. Et donc mon objectif, c'est de la vendre lorsque les résultats seront les plus hauts et ces niveaux de valorisation les plus hauts possibles. Et donc pour moi, je me mets un objectif pour des raisons à la fois techniques et fondamentales autour des 65 €. Donc c'est un titre que je vais alléger dans ces zones-là, voire me débarrasser complètement de la ligne à ce moment-là. Et donc avec une performance qui aura fait 50% sur 18 mois, quelque chose comme ça, donc ou sur même un peu plus peut-être sur 2 ans. Donc pour l'instant, je laisse courir la tendance haussière actuelle, je laisse courir mes gains, et je reste vigilant sur les données graphiques pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'inversion du cours de l'entreprise. Pour l'instant, je laisse courir. En sachant que probablement que les résultats annuels de 2021 qu'on attendra donc en premier trimestre 2022 seront sans doute historiquement élevés. Donc voilà pour ma part.
Bien évidemment, c'est pas un conseil d'investissement ou à répliquer cette stratégie. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous faites si vous êtes actionnaire de cette entreprise. Voilà, ou ce que vous pensez de ma stratégie en tout cas. Voilà, merci à vous et à bientôt. Au revoir.